eh bien on peut dire que Nicolas Cage s'est quand même assez bien rattrapé dans les films de super-héros. Je vous signale qu'on est quand même passé de Ghost Rider, ensuite il a fait Kick-Ass, et on finit par Spider-Noir. Plutôt beau parcours. Quand on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de responsabilité. Bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour la critique un peu en retard, c'est vrai, de la nouvelle série du moment de super-héros, si on peut dire véritablement qu'on peut parler de super-héros avec cette série. Parce que, après la conclusion en demi-teinte de la série The Boys, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, et j'ai déjà donné mon avis sur cette dernière saison, voilà qu'Amazon Prime Video nous balance l'intégralité de la série Spider-Man Noir, ou plutôt Spider Noir, adaptation des comics d'un Spider-Man alternatif, en mode années 30, proposant, on va dire, un véritable concept avec le noir et blanc. Un parti pris qui est autant l'une de ses plus grandes qualités que l'une de ses principales faiblesses. Je vais développer le pourquoi du comment. Avec, en toile de fond, enquête, meurtre, politique, identité, tout ça catapulté avec un Nicolas Cage, un acteur américain ayant eu une des carrières américaines les plus folles, en fait, des États-Unis en tant qu'acteur, c'est-à-dire que le mec a quand même tenu des films et des rôles brillants durant les années 90-2000, voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin de les citer. Il est quand même devenu aussi une forme un acteur un peu has-been, hein, disons-le, à partir des années 2010 en faisant tous ces films direct tout DVD, enfin c'est des TV qui étaient absolument catastrophiques, c'était une catastrophe, pour enfin revenir dans les années 2020 dans des mélanges de films d'auteur, de films blockbusters, voire des projets parfois complètement délirants, dont ce retour en grande pompe en 2026 signe un peu le grand retour de cet acteur qu'on n'avait pas vu depuis 2-3 ans, on va dire ça comme ça grosso modo, avec cette espèce de série qui était quand même assez fascinante au premier abord, je vous avoue, parce que proposer une série télé à l'effigie déjà d'un Spider-Man qu'on n'avait jamais vu sur grand écran, on le connaissait de nom parce qu'en plus il avait été beaucoup populaire dans les comics, mais avec ce parti pris du noir et blanc, en plus diffusé en 8 épisodes, c'était plutôt pas mal. C'était quand même une série qui nous fascinait un peu au fur et à mesure, on voyait les premières images, on voyait les premières bandes annonces, avec bien évidemment cette volonté artistique de rendre hommage aux films des années 30, avec un pur style film polar, avec le principe du détective privé, de la secrétaire, de la femme fatale aussi, tout ça. Et donc, qu'est-ce que vaut cette série composée directement de 8 épisodes? Alors je pensais véritablement qu'on allait avoir un épisode par semaine, parce que Prime Video oblige, ils aiment bien faire ça, ils avaient fait ça pour The Boys et aussi pour Invincible, mais non, là tu peux tout binge-watcher en très peu de temps, bon. Et écoutez, pour moi c'était plutôt sympa, bon, c'était même très sympa, mais ce n'est absolument pas transcendant. Je vais développer tout ça. Pour moi, c'est pas une série ultra marquante. Y a rien de révolutionnaire, mais on passe déjà un bon moment et c'est quand même un concept qui tient jusqu'au bout. Et c'est pas tous les jours qu'on voit non plus une série comme ça, surtout une série de super-héros où les séries de super-héros sont quand même devenues, à cause de Marvel, assez médiocres, quoi. Si ce n'est, évidemment, des séries comme Daredevil Born Again. Alors attention, j'ai entendu du tout et son contraire avec cette série. Alors déjà faut arrêter de dire que dès qu'on voit une série télé avec un peu de volonté artistique différente, on va crier au chef-d'œuvre. Non, tout de suite, je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout sur ça. Déjà il y a beaucoup de fautes de rythme, ça je développerai ensuite. Il y a beaucoup de soucis d'écriture dans son scénario qui empêche d'avoir quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas non plus une série de super-héros en tant que tel, hein. On n'est pas du tout dans la vibe d'un Spider-Man années 30, hein, pas véritablement, si, il est présent, mais il n'y a pas énormément de scènes déjà de voltige, mais aussi de scènes à la pure Spider-Man. C'est une série presque policière d'enquête, hein. C'était comme ça qu'a été conçue la série. On est très loin d'une série Marvel, ce qui est à la fois le meilleur et, on va dire, le moins bon de la série. Je vais développer tout ça. Premièrement, c'est pas non plus la faute de la série, l'élément qui me dérange un petit peu, mais c'est plus par la volonté des créateurs de n'être pas aller jusqu'au bout du concept ou pleinement aller dans le concept du principe du noir et blanc. Je trouve que c'est une super idée, voilà, je vous le dis tout de suite. Clairement, il faut voir cette série en noir et blanc parce que la série est à la fois proposée en fait directement dès que tu arrives sur l'épisode, enfin voilà, j'apprends pas grand chose, mais dès que tu arrives sur l'épisode, il te propose soit le noir et blanc authentique, soit toute la couleur, soit la version couleur. Elle a été conçue pour l'avoir ainsi véritablement, ce noir et blanc n'est pas là
par hasard, parce que voilà, dans la série, tu vois qu'il y a quand même un sacré travail au niveau des ombres, du jeu des couleurs, de la lumière, c'est pas fait exprès ce noir et blanc. En plus, c'est une série qui se passe énormément la nuit, donc encore plus cohérent de le faire en noir et blanc. Et c'est pas du tout un principe qui a été fait artificiellement. Du style, on a fait genre, on a étalonné, on a baissé la luminosité, ça n'a absolument rien à voir. On a vraiment donné un rendu années 30, mais qui est légitime. Il n'y a pas juste un simple étalonnage, hein, il y a une véritable volonté de proposer cette ambiance noir et blanc par le travail des couleurs, le travail du jeu aussi, du placement des comédiens, c'est assez intéressant. On sent une volonté dans la manière de travailler la couleur, de volontairement avoir cette idée de noir et blanc authentique. Et ça, c'est très très fort. C'est juste dommage de ne pas vouloir la véritablement proposer obligatoirement. Enfin, je dis pas obligatoirement, mais dans le sens où la proposer véritablement et non avoir la possibilité d'avoir le choix entre la couleur et le noir et blanc. Alors oui, si on proposait que le noir et blanc avec la série, ça allait forcément décevoir du monde. Ça allait frustrer beaucoup de monde qui ne voulait pas forcément voir l'intégralité de la série en noir et blanc. Et en fait, je pense que ça aurait été plus intéressant de jouer entre les couleurs. C'est-à-dire de jouer entre le noir et blanc et la couleur, selon le contexte de l'épisode, selon aussi le passage, si on est dans la tête ou non de Ben Reilly, etc., dans les traumas du personnage. Et en fait, je pensais que Amazon Prime Video allait vendre la série comme ça, c'est-à-dire une série avec du noir et blanc et de la couleur, mais pas tout le temps au même moment, et en fait garder un certain équilibre 50-50. C'est un peu dommage, et ça prouve que le concept fonctionne véritablement, mais c'est juste dommage que Prime Video n'ait pas allé au bout du concept en proposant les deux versions mais dans la même série. Alors j'ai quand même visionné un épisode, je crois en couleur, je crois que c'était l'épisode 3. Alors vous pouvez regarder, il n'y a rien d'ignoble, d'ailleurs voilà, les deux ont été très très bien travaillés. Bon, c'est pas les meilleures couleurs que vous verrez dans une série, vous n'allez pas trouver ça dégueulasse, mais c'est vrai qu'il y a clairement une perte de qualité entre cette volonté artistique de rentrer dans une ambiance, un peu comme dans la série, je l'ai pas vu mais j'avais pu voir des images, un peu comme la série Netflix Replay, voilà, pour vous donner un exemple, qui avait été entièrement faite en noir et blanc. Mais du coup oui, si on enlève le principe des couleurs, et le fait que ce soit plutôt bien utilisé, mais pas totalement, autre chose qui fait que la série est bonne mais pas exceptionnelle, ou plutôt sympathique à regarder, mais pas inoubliable, c'est le rythme. Il y a d'énormes problèmes de rythme dans la série, beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, ce qui fait que t'as au moins 2 voire 3 épisodes d'affilée où franchement t'as 2 doigts de dire vraiment aux créateurs, voilà, passez à la vitesse supérieure les gars, faites avancer les enjeux, faites avancer l'histoire, parce que vraiment ça tourne en boucle, c'est vraiment dommage. Et ouais, enfin surtout, je crois que je m'en souviens, c'était les épisodes 3 et 4 qui se suivaient, je les ai trouvés mais inintéressants, c'était laborieux, il se passait presque rien, c'est vraiment dommage. Alors, heureusement, la série se réveille à partir de l'épisode 5, il y a 8 épisodes, donc il y avait ouais, c'est assez étonnant, avec un épisode 6 qui est pour moi le meilleur du show, où on revient sur le passé de Ben Reilly, donc son passé de soldat de la Première Guerre mondiale, comment il a eu ses pouvoirs d'araignée en se faisant mordre. D'ailleurs, c'est un élément très intéressant, on parle jamais de Spider-Man, on n'utilise jamais le nom de Spider-Man, ou alors je m'en souviens plus, peut-être qu'on dit l'homme araignée 1 ou 2 fois, mais en gros, on l'appelle que Spider, ou l'araignée en version française. Ce que je trouve intéressant pour ne pas encore une fois surligner le côté Spider-Man Marvel Universe, c'est ça qui est plutôt intéressant. On fait pas revenir tant l'image du personnage de Marvel, donc c'est plutôt pas mal. En fait, ça prouve que la série peut vivre sans avoir l'ombre de Spider-Man qui est derrière elle, et ça c'est plutôt intéressant. Et du coup, oui, je reviens sur l'épisode 6, qui est vraiment super en fait, avec des images de pure horreur, du body horror même, avec des transformations de corps qui sont, voilà, des corps maladifs qui sont horribles, on rentre dans les traumas de Ben Reilly, on voit des araignées sortir de sa peau, parce que sa peau a été coupée, du coup on voit plein d'araignées qui deviennent des espèces de symbolisme de peur, je trouve que c'est super. Il y a vraiment des passages qui sont très marquants visuellement, et c'est juste dommage de pas avoir proposé ça durant toute la série, et ça aurait été vraiment une série choc et une série tout simplement marquante. Et après l'épisode 6, donc il nous en reste 2, et après les épisodes passent à une vitesse assez incroyable. D'ailleurs, c'est ça qui est plutôt la bonne qualité de cette série, les épisodes sont pas trop longs, ils durent 47 à 50 minutes, ça passe assez vite, je crois que le grand maximum c'est 47-48 minutes.
Et encore, hein, tu dois avoir, je sais pas, 3-4 minutes de générique. Donc tout s'enchaîne très très vite. Et du coup, oui, les derniers épisodes passent super vite. Et c'est con parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé l'introduction qui était assez intéressante, mais assez laborieuse aussi. C'est-à-dire que pour moi, le premier épisode était vraiment... j'étais vraiment dedans, quoi. Avec cette intro de ce Spider-Man qui, se balade de building en building, que je trouve vraiment très très bien réalisé. On se croirait à l'époque de Sam Raimi, hein, j'avais été assez étonné. Qui savait iconiser Spider-Man, bien évidemment. T'as aussi les images qui se placardent, des images de flashback qui se placardent aux vitres des buildings. Super idée de mise en scène, encore une fois. Mais c'est juste dommage de ne pas avoir eu toutes ces idées durant tous les épisodes. C'est vraiment dommage, encore une fois, je me répète. Parce que là aussi, il y a un point qui m'a un peu déçu, c'est cette idée de... Enfin, qui m'a déçu, qui m'a pas totalement convaincu, on va dire ça comme ça. Cette idée de polar années 30. Avec les éléments classiques, c'est-à-dire la secrétaire, la femme fatale, le principe du policier fatigué, un peu alcoolique, un ancien grand détective, voilà. Je trouve que voilà, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas tout le temps. Parfois, en fait, j'ai l'impression de voir une série qui a été filmée comme en 2026, mais avec un filtre noir et blanc. C'est pas totalement comme ça, mais c'est un peu le défaut que j'aurais aussi avec le côté noir et blanc. C'est pas tout le temps comme ça, mais de mon point de vue, ça fonctionne pas tout le temps. C'est plutôt mitigé. Et d'autant plus que, alors ça c'est peut-être le point le plus raté de la série à mon humble avis, c'est tout ce qui est autour de l'histoire. L'histoire du personnage de Silverman, qui a interprété un très bon comédien, hein, Brendan Gleeson, qui est un peu le méchant, la menace principale, qui est pas véritablement menaçant d'ailleurs, mais toute l'enquête en fait autour de ce personnage de Silverman, qui est un espèce de homme gangster qui corrompt un peu toute la politique et tous les juges et tous les hommes politiques. Je trouve pas ça très intéressant. Je trouve que l'histoire peine à vraiment se réveiller, tout autant que la relation qu'il a avec cette chanteuse, la chanteuse de cabaret, tout autant que voilà la chanteuse de cabaret, il y a aussi les autres types, les autres personnages avec leur espèce de pouvoir. Donc bon, c'est grossièrement c'est une reprise de Electro et de l'Homme Sable. Je trouve un peu que c'est vraiment d'un inintéressant, et ouais, là aussi tu t'ennuies quand même un peu beaucoup. Et en fait, paradoxalement, la série devient vraiment pertinente quand on parle des personnages à côté, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire dans son intégralité qui est intéressante, c'est tout le principe des personnages qui vont se côtoyer au fur et à mesure. Par exemple, moi je trouve que le travail sur Ben Reilly, donc le personnage principal interprété par Nicolas Cage, est super intéressant, que ce soit le traumatisme de sa femme qu'il a perdu, le passé de soldat de la Première Guerre mondiale, son statut de détective aussi, de détective privé alcoolique qui galère aussi avec sa secrétaire. Ils galèrent tous les deux à trouver des clients, c'est ça qui est assez drôle. Il y a aussi son ami journaliste, Robbie Robertson, qui lui va être intéressant via son arc, qui est aussi intéressant politiquement puisqu'il est noir, et vu qu'on est dans les années 30, c'est un petit peu compliqué, vous vous doutez bien. Il est aussi journaliste en même temps, et aussi les faux vilains entre guillemets, donc comme je vous ai dit, des espèces qui se rapportent au vilain de Spider-Man en tant que tel, c'est-à-dire l'Homme Sable, Flint Marko, hein, c'est vraiment son prénom, ou encore, alors je crois que c'est jamais dit dans la série, mais il y a un autre mec qui peut contrôler l'électricité, donc ça fait très vite penser à Electro. Qui sont bien amenés là aussi, parce que je trouve que c'est assez intelligent dans la manière dont on va les développer et les structurer. Même si par exemple Silverman, je trouve que c'est pas du tout un antagoniste intéressant. Et le paradoxe de la série, c'est aussi vouloir donner un peu à cette série, qui est pourtant dans les années 30, un côté un peu parfois moderne, dans un certain sens. Alors certains diront un côté woke, mais je trouve que c'est plutôt un côté moderne. Pourquoi ? Parce que en fait on te propose un personnage donc déjà noir dans les années 30, ce qui est intéressant parce que ça permet de développer le racisme de l'époque, et pareil pour la secrétaire, qui n'est pas la secrétaire ultra sexy, femme fatale des années 30, là aussi qu'on pourrait avoir dans certains films, je sais pas, style LA Confidential. On n'est pas du tout sur ça, puisque on est sur une femme plutôt un peu en surpoids, mais qui reste charmante, donc c'est assez étonnant, mais je trouve que ça fonctionne très bien de mélanger à la fois le moderne et à la fois le côté un peu plus authentique, un peu plus classique. Deux petites choses à développer avant que j'aille à la conclusion, parce que j'ai pas envie de faire trop long. La musique, que je trouve très cool, très années 30, avec ces chanteuses à la voix un peu sensuelle, mais très caractéristique, très charismatique, et le générique, que je trouve absolument génial, que je trouve très cool artistiquement, et musicalement aussi, je trouve la musique fonctionne à merveille, c'est très très bien, avec le côté vintage
qui est vraiment très cool. Et bien évidemment, dernière petite chose, et peut-être la meilleure chose de toute la série, vous vous doutez bien, c'est Nicolas Cage. Bon, alors, les autres acteurs sont plutôt convenables, mais sans plus, voilà, ils font le taf. Par contre, lui, il est à 200% dans son rôle, c'est assez fou. Il est très drôle, il est très dramatique, il peut être à la fois dans l'humour comme dans le drame. Vraiment, chapeau à ce mec, Nicolas Cage est ultra convaincant. Alors, il tombe aussi parfois dans le surjeu, mais c'est un peu pourquoi on aime Nicolas Cage. Hein. Quand on connaît un peu l'acteur, vous savez que dans toute sa carrière, il est tombé un nombre incalculable de fois dans le surjeu. J'ai pas besoin de voir des scènes dans Volte-Face, dans des tonnes de rôles. Mais voilà, je le trouve vraiment convaincant. Il est à 200% dans son rôle. C'est vraiment lui. Il croit à son personnage, il croit à son histoire, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'aime beaucoup Nicolas Cage. J'adore son histoire. J'adore comment le mec a su quand même se relever après toutes les conneries qu'il a pu faire. Et même dans le monde du super-héros, je trouve qu'il a fait il a fait plusieurs choses intéressantes. Donc oui, bon, Ghost Rider, c'est vrai que c'est quand même assez catastrophique, mais bon, déjà le rôle qu'il tenait dans Kick-Ass, c'était super cool. Il tenait la voix de Spider-Man noir dans les Spider-Man New Generation, et etc. Et du coup, il a continué, il a repris cette fois en live action le rôle de Spider-Man noir. Donc c'est vraiment très cool. Donc ça me fait vraiment plaisir de revoir un acteur qui a dans cette espèce de rôle de Ben Reilly un côté très symbolique un peu à sa vie, avec cette espèce d'homme perdu, d'homme vieillissant, ancienne star, avec des excès, mais qui continue en fait par amour du métier d'entreprendre, et c'est ça qui est vraiment plutôt intéressant dans cette parabole entre le rôle de Ben Reilly et le symbolisme de la carrière de Nicolas Cage, de Nick Cage. Donc en résumé, avec ces 8 épisodes, en fait la série Spider-Man noir ou Spider Noir s'impose comme une série divertissante, agréable, qui propose un concept noir et blanc très bien traité et volontairement utilisé pour rendre authentique cette atmosphère années 30. Cependant, force est de constater que la série peine à tenir son rythme, surtout en introduction, et que la série va parfois décevoir par son côté pur film d'enquête policier et non film de super-héros. Ce qui est très bien puisque ça assure une certaine cassure au dernier film qui avait un lien plus ou moins étroit avec l'Homme Araignée, qui sont quand même des films un peu abominables, irregardables. C'est vrai que quand tu passes de Madame Web à Spider Noir, c'est assez, l'écart est assez énorme, tu passes de karting à Formule 1, j'adore cette expression. Bien sûr que la série est même meilleure que les Spider-Man de John Watts, de très très loin, qui sont d'un vide artistique assez énorme. Et donc pour revenir à la série, elle semble parfois aussi volontairement garder une touche de modernité, comme j'ai pu le dire, dans cette authenticité très, je sais pas comment je peux dire ça, dans cette authenticité très années 30, ce qui n'est pas pour déplaire, tout comme l'élément le plus réussi de la série, la présence de Nicolas Cage au sommet de sa forme, drôle, fun, parfois chaotique, mais tout en surjeu comme on l'aime, mais toujours impliqué à 200% dans ce rôle de Ben Reilly haut en couleur. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même si tout dépend de comment vous allez regarder la série, soit en vraie couleur, etc. Mais c'est vraiment une série très haut en couleur dans ce qu'elle met en place étonnamment. Et du coup, paradoxalement, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà ce que j'ai pensé de la série Spider Noir, qui donne quand même un bon petit coup de fraîcheur dans le monde des super-héros. Alors, légèrement, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une série qui va marquer à vie, mais elle fait le taf et propose des idées pas souvent vues dans une série à l'effigie de Spider-Man tout simplement. Et donc oui, ça prouve dans un certain sens que Amazon Prime ou Prime Video propose souvent des séries de super-héros vraiment intéressantes, parce que c'est quand même l'initiative de Invincible, de The Boys, et maintenant Spider Noir, donc vraiment, pourrait plutôt les suivre sur leurs propositions d'adaptation de comics qui sont vraiment très intéressants. Par contre, je pense pas qu'il y aura une saison 2, je vous avoue, moi je vois pas trop l'intérêt de continuer, de perdurer, parce que vraiment tenir sur 2, 3, 4 saisons, je pense que ça va pas le faire, les gens vont pas suivre. Déjà, je sais même pas si cette série aura véritablement du succès, je pense que c'est très bien comme ça, en one shot, c'est vraiment très cool, et ça fait bien le taf. Donc voilà ce que j'avais pensé de Spider Noir, et vous, qu'en avez-vous pensé de votre côté? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour sûrement la critique du film La bataille de De Gaulle, donc la première partie sur De Gaulle, donc film que j'attends énormément. Donc voilà encore, merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis au revoir.